Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'invité de Diaspo sur notre média Diaspo Investigation. Notre média, comme nous l'avons toujours dit, est un média panafricain. La preuve, nous faisons aujourd'hui escale au Congo-Kinshasa. Nous recevons M. Bosco Kindou. Bonjour. Bonjour M. Christian et merci de m'avoir invité dans votre plateau. C'est nous qui vous remercions d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous vous proposons une autopsie sur le Congo-Kinshasa de façon à mieux comprendre la situation qui prévaut sur place. Et notre invité ici présent nous fera quelques propositions pour sortir le pays de ce chaos. Monsieur Bosco Kindou, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous? Alors, je m'appelle Bosco Kindou. Je suis né à Kinshasa en 1961, père de 2 enfants, marié, père de 2 enfants, et de profession ingénieur en informatique, infrastructure, réseau, base de données, et en gestion de projet. J'élabore des projets de développement dans le domaine de l'habitat et de développement durable. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas en RDC, vous faites partie de la diaspora, mais vous êtes tout aussi légitime pour aborder les questions de ce pays. Et exactement. Je suis en France depuis 30 ans. Donc, je fais beaucoup d'allers-retours vers mon pays où j'ai séjourné dernièrement un peu plus longtemps qu'avant. Et j'ai découvert, j'ai fait des études, j'ai fait des analyses sur ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a quelques années, un écrivain disait, donc Frantz Fanon, que l'Afrique ressemble, il faisait une sorte d'analogie, que l'Afrique était comme un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo RDC. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ce géant d'Afrique, M. Bosco Kindou? Alors, voilà, donc le Congo est très convoité par les puissances extérieures, par les voisins qui veulent faire du relais. Effectivement, Frantz Fanon en a parlé. C'est Mobutu qui a rendu cette phrase célèbre au Congo-Kinshasa. Effectivement, le Congo est malade, mais on lui administre du paracétamol alors qu'il faut traiter du paludisme. Ce qui fait qu'à chaque fois, la fièvre revient. D'accord. Donc vous pensez que les solutions ne sont pas adaptées à la situation du chaos qu'on est en train de vivre. Alors, on parle de chaos. Selon vous, M. Kindou, quelle est la cause de ce chaos? Alors, pour savoir un peu la cause de ce chaos, alors, des gouvernements et des régimes successifs se sont succédés, excusez-moi la tautologie, mais ils ont peut-être oublié la plus petite des... Ce qui fait que le Congo se replonge toujours retombe dans les mêmes travers. Voilà. Ils ont peut-être négligé le plus élémentaire de solutions et de causes, et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. En fait, il faut un peu remonter à l'histoire. En 1960, premières élections en RDC, Kisolo Kele, Lumumba et Kasavubu sortent en trio de tête. Donc Kisolo Kele a gagné les élections, il devait être président de la République. Mais le Belge, voyant que Kisolo Kele, ils se souviennent que Kisolo Kele était le fils de Simon Kimbangu. De Simon Kimbangu. Cet homme-là qui leur disait qu'un jour, les Blancs deviendront les Noirs et les Noirs deviendront des Blancs. Tout à fait. Ben, c'est dit, mais si on laisse comme ça la prophétie, on passera vraiment pour des, soi-disant, entre guillemets, des bêtes, parce que le père de la personne qu'on a maltraité est devant nous, le fils va prendre le pouvoir. Il dit, non, non, c'est pas possible. Il faut passer à la deuxième personne. Donc c'est le monde qui doit prendre le pouvoir. Ah non, les Américains ne veulent pas. Il dit non, non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le monde au pouvoir, c'est un communiste, les Américains ne veulent pas. Et c'est là que les Belges ont eu l'astuce de sortir Kasavubu en faisant la division au sein de l'Abaco qui était le parti de Kisolo Kele et Kasavubu. Kisolo Kele céda et passa ses voix à Kasavubu qui passe président de la République. Et on se souvient que le premier ministre de Kasavubu était Lumumba, parce que lui, il avait plus de voix au Parlement, et il n'était pas d'accord avec ça. Il disait, mais moi, j'ai plus de voix que vous ne pouvez pas être président de la République. Donc, du coup, sur la proclamation de l'indépendance le 30 juin, il n'était pas protocolairement prévu, et il passe devant tout le monde, et il fait son fameux discours, vous nous avez maltraités, etc., etc. Et ben, ça premier tollé, et on se rend compte que le premier chaos
la première cause qui fait que on n'a pas entendu le souverain primaire. Qui est le peuple. Qui est le peuple, qui avait désigné, qui se reculait, et on se retrouve Kasavubu qui était deuxième par rapport à Lumumba. D'accord. Donc en gros, on peut dire que c'est un accord entre guillemets qui a... Il y a eu un accord pour que, comment dirais-je, pour que Lumumba ne soit pas président et que Kiseluke ne soit pas président. D'accord. Et c'est ces accords-là. D'accord. Donc là, on est... Le souverain en 1960. En gros, le souverain primaire a été lésé en 1960. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Exactement. On arrive en 1965. Mobutu encore des accords entre ses amis. Ils appellent ça, ils les appelaient les compagnons de la Révolution. Donc ensemble, ils se sont dit, bon, voilà la situation comme ça se trouve aujourd'hui. Auparavant déjà, donc j'allais dire, Lumumba, Kasavubu avait destitué Lumumba. Lumumba destitue Kasavubu, dit, mais qui êtes-vous pour me destituer? Moi aussi je vous destitue. Et Mobutu, dans cette situation, dans cette brouhaha, en profite pour, avec les compagnons de la Révolution, oui. Ils lancent leur coup d'État et il prend le pouvoir en 1965. Mais il faut quand même noter qu'il y avait eu un accord entre Mobutu et les compagnons de la Révolution. Disant que, voilà, tous les 5 ans, un de nous sera... Une sorte de présidence tournante. Voilà. Président tournante, tous les 5 ans, un de nous passera président. Et là, coup de théâtre, Mobutu n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour... Enfin, il est en désaccord, justement. Il est en désaccord avec certains compagnons de la Révolution, dont Kimba Anani. Il s'est dit, mais tiens, lors d'une réunion, il dit, mais vous vous rendez compte, on est 20 compagnons de la Révolution, plus de 20. Si tous les 5 ans, un de nous va être président, le 20e, il sera président dans 45 ans, ou dans 50 ans. Tout à fait. Donc, c'est pas clair cet accord qu'on vient de faire avec Mobutu. Et les nouvelles arrivent chez Mobutu que, attendez, attention, il y a, parmi les compagnons de la Révolution, 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont en train de se poser des questions. Tout à fait. Et Mobutu leur lança un faux tentative de coup d'État, et ils seront pendus au stade des martyrs. Alors, il y avait Kimba, Anani et 2 autres que je... Il faut rappeler qu'ils ont été pendus publiquement. Publiquement, ils ont été pendus. Donc, pour la deuxième fois, on voit que... C'est un accord qui a mal tourné. Qui a mal tourné, et le souverain primaire n'est toujours pas entendu. Donc, premièrement, c'était en indépendance. Deuxièmement, c'est 1965. Et on arrive en 1997. Laurent Désiré Kabila fait des accords... Les accords qu'on appelle les accords des Déméra, oui. Donc, avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ils se mettent d'accord pour faire une grande Afrique. L'Afrique de Franck Fanon que vous disiez tout à l'heure. Donc, ils se mettent d'accord, ils signent des contrats, Kabila Mouzé, le père de Joseph. Voilà, tout à fait. Donc, ils signent des contrats un peu partout, et ils arrivent jusqu'à Kinshasa, ils prennent le pouvoir. Quelques temps après, ils se rendent compte, mais ces accords-là que je viens de faire avec les Rwandais, eux, ils avaient des idées derrière la tête. Ça va pas, il faut qu'on arrête ça. Et il est assassiné quelques temps après. Alors, faisons, avant de parler d'un autre accord qui a mal tourné, pour ceux qui nous suivent, parce que là, on est en train de faire une sorte de rétrospective pour mieux comprendre le chaos et de bien situer le cadre. Alors, moi, je vous pose une question, Monsieur Kindu. Vous êtes donc Congolais de la RDC. Pour vous, qui a tué Laurent Désiré Kabila? Franchement, moi, je ne sais pas. Si déjà, dans les plus hautes instances, on ne sait pas qui a tué Laurent Désiré Kabila, c'est encore moi qui va vous le dire. Mais vous n'avez pas d'idée, de supposition Et officiellement, à Kinshasa, par exemple, personne n'a une version sur la mort de Laurent Désiré Kabila? Personnellement, non. Il y a tellement de versions, mais bon, je ne sais pas. Franchement, il y a beaucoup de versions. Si on commence à en parler maintenant, on a encore jusqu'à X temps Tout à fait. Et puis, il y a plusieurs versions. Donc, je ne sais pas laquelle est la bonne. Mais, on sous-entend que le président Kabila, le fils de... était au courant de ce traquenard que son père a subi, puisque moi, je serai à sa place, mon père est assassiné, je suis au pouvoir, je mettrai tout le paquet pour trouver celui qui a assassiné mon père. Tout à fait. Et vous pensez qu'il n'a rien fait? Il n'en a pas fait assez pour son père. Franchement, pour son père, il n'a pas fait assez. Il y a des gens qui sont en prison et qui, aujourd'hui, on est en train de voir que, effectivement, ces gens-là sont vraiment des innocents.
Il y a des gens qui sont un peu en Suède, en Afrique du Sud, un peu partout, qui étaient là et ils sont là et on n'arrive pas à les... Et ils sont dans les médias Internet, ils en parlent, mais bon, avec des incohérences. Tout à fait. Et même le procès a présenté beaucoup d'incohérences. On se rend compte, le juge qui avait promis que le procès n'est pas encore fini, on va revenir, est destitué. C'est vraiment une bouillabaisse. Un flou artistique. Alors, refermons la parenthèse. Terminons donc sur la chronologie des faits pour mieux comprendre la situation. Donc là encore, avec Laurent Désiré Kabila, il est venu au pouvoir, il était bien accueilli, mais ce n'était pas la volonté populaire. Ce n'est pas le souverain primaire qui l'a mis en place. Donc on est déjà dans 3 accords qui, à chaque fois, le souverain primaire n'est pas... Alors là, je nuancerai un petit peu vos propos parce que en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila entre dans Kinshasa avec ses troupes, on a l'impression quand même que c'est avec la bénédiction de la population. Écoutez, même si c'était vous qui étiez venu en 97 chasser Mobutu, on vous applaudirait. C'est lui qui était capable de vincer Mobutu. On n'y croyait pas, même la diaspora en France. On en a entendu parler avant. Il y a un mouvement qui s'est fait, qui va destituer Mobutu. Arrêtez, Mobutu, destituer Mobutu. Qui êtes-vous pour destituer Mobutu? On en a vraiment, on en a parlé, mais personne n'en a cru. Donc, n'importe qui avait la capacité de destituer Mobutu, on l'acclamait, on l'embrassait vraiment de 2 joues. Alors, même s'il n'y avait pas eu d'élection, mais là, on peut quand même être d'accord sur le fait que le souverain primaire n'a pas été floué. Bon, puisque ce n'est pas... c'est pas vraiment... la République, ce n'est pas ça. La République... C'est les élections. La République, c'est les élections. Donc, jusque-là, on peut dire que il n'est pas... c'est pas le souverain primaire qui l'a mis. On l'a accepté puisqu'il s'est autoproclamé. Tout à fait. Si bien qu'il était vraiment un bon président pour le Congo, c'est vrai, mais il n'était pas celui qu'on avait élu. Tout à fait. Donc c'est pas ça la République, c'est pas ça la démocratie. Il est assassiné en 2001. On se rend compte qu'il y avait beaucoup d'accords. Pour continuer ces accords, il y avait entre-temps les Zimbabwéens, les Angolais qui avaient sauvé son pouvoir en 98. Et maintenant qu'il est mort en 2001, les accords restaient encore traînés quelque part. On a choisi son fils pour le remplacer. La République, ce n'est pas le fils qui remplace le père. Tout à fait. Mais c'est fait que c'est le fils qui remplace le père. On impose encore des accords et Joseph Kabila est nommé, ou je ne sais pas, il n'est pas élu, est président de la République. Ils organisent des élections 5 ans plus tard avec des accords de Sand City, et qui tournent en brouhaha aussi, parce que Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, tout à fait, a boycotté ces élections, disant que c'était déjà gagné d'avance en 2006. Quoi que vous fassiez, Kabila va gagner. Jean-Pierre Bemba n'a pas cru, il se présenté aux élections. En proclamant les élections, c'est Kabila qui est élu. Proclamation dans un char de combat, les résultats dans un char de combat de l'ONU, c'est quand même pas catholique. Bon, Kabila est élu, Jean-Pierre Bemba a contesté, mais a fini par céder parce que, bon, à chaque fois, on pense que le sang à Kinshasa va couler, et si ça coule à Kinshasa, 12 millions de personnes, c'est pas bon. Jean-Pierre Bemba a laissé, et Kabila a pris le pouvoir, et a continué jusqu'en... Là encore, le souverain primaire, il avait élu Bemba, c'est parce que c'est Bemba qui avait gagné, mais c'est Kabila qui est au pouvoir. Alors, on va reparler de M. Bemba un peu plus tard, puisqu'après après justement ces élections, il a eu des problèmes avec la justice et il s'est retrouvé poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale. Voilà, donc l'histoire de Bemba à la CPI, c'était parce que ses troupes ont été secondées en Centrafrique. Tout à fait. Et que après ça s'est très mal passé. Je vous propose qu'on fasse un focus sur Jean-Pierre Bemba un peu plus tard. Et donc là, finalement, quand on suit votre raisonnement, on s'aperçoit que dans la chronologie que vous faites, c'est une succession d'accords qui tournent mal. En fait, ce sont des accords qui tournent en désaccord. Voilà. C'est le cas de le dire. Et donc, selon vous, c'est ce qui explique la situation dans laquelle se trouve la RDC aujourd'hui. Alors, c'est l'une des raisons, selon bah ouais, c'est une autre. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment faire pour sortir de cette spirale infernale?
Mais déjà, il y avait, vous m'avez interrompu dans mon élan, en 2006, en 2011, pareil. Tshisekedi est élu président et a gagné les élections, mais c'est toujours Joseph Kabila qui continue à être élu président. Il y a deux prêteurs de serment à Kinshasa, Tshisekedi d'un côté, d'une part et Kabila de l'autre. Voilà, donc c'est toujours les accords qui tournent mal. Donc le peuple n'est toujours pas entendu. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit, la cause que tout le monde a négligée, c'est que c'est ce Congo des accords. À chaque fois des accords, et le peuple est mis à l'écart. Oui, et c'est le souverain primaire qui doit choisir son président. Et quand il choisit son président, on maquille les élections. Et quand c'est à chaque fois des accords. Et moi, aujourd'hui, je suis en arrivé à la conclure que tant qu'il n'y aura que des accords, pour de présidents qui seront à la tête du pays que par des accords politiques, des accords avec les impérialistes, des accords avec les voisins, des accords avec certains groupes de gens, tant qu'il y a des accords, tant qu'il n'y aura pas un président réellement élu par le souverain primaire, le Congo continuera à rester dans le chaos. Selon vous, quelles sont les solutions pour sortir le pays de ce chaos, le chaos que vous décrivez? Oui, donc dans l'état actuel, parce qu'on a parlé de l'histoire, mais maintenant on se remet dans le présent. L'actuel régime, c'est le régime de Kabila qui devait organiser, fin mandat en 2016, devait organiser des élections en 2016. Tout à fait. Ils ne les ont pas fait. Encore des accords politiques, suite de l'OIA, après les accords de la Sanco, tous entre eux, sans le consentement de la population qui les écoute. Et on se rend compte que, encore aujourd'hui, on se demande si on doit encore aller dans d'autres accords. Alors, juste une question, M. Kindu. Donc, vous ne croyez pas dans les raisons avancées par le gouvernement ne vous convainquent pas? Non, parce qu'on parle d'un problème de... Mais il y a un problème d'argent. C'est-à-dire que le gouvernement, même la CENI l'a reconnu il y a quelque temps, même si la CENI, son rôle est d'organiser, de superviser les élections, mais pas d'investir. Je vais vous étonner, je comprends votre question. La CENI dit, moi je suis prêt à organiser des élections si on me donne tous les moyens. Tout à fait. Mais le gouvernement dit... Ah bah c'est pas à moi d'organiser les élections, c'est à la CENI. Oui, mais... Et ce moment-là que... Non, il faut être précis pour que les internautes comprennent. Le gouvernement dit, je n'ai pas les moyens financiers pour organiser les élections. Bah, ils ont eu des moyens... Est-ce que ça c'est une raison, est-ce que c'est une raison que vous pouvez comprendre? Non, vous pouvez entendre? Non, parce que la RDC c'est quand même un très grand pays. Aujourd'hui, comment dirais-je, les matières premières sont là et à tout moment on peut... D'ailleurs, il était question de décaisser une somme tous les ans pendant les 5 ans du mandat du président. Ils l'ont pas fait et ils se rendent compte à la dernière minute qu'il faut... Non, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Et ils devaient prévoir que dans 5 ans, il y aura des élections. Ils ont pu le faire en 2006, en 2011 et en temps record. Et aujourd'hui, là, maintenant, ils n'arrivent pas à les faire avec des accords et des accords. Ils cherchent et donc là, pour moi, clôturer... c'est lui qui gouverne. C'est lui qui est en cause. C'est à lui de chercher de l'argent. Monsieur, si chez vous, vous n'avez pas à manger et que les enfants pleurent, et les enfants, ils s'en foutent. C'est vous qui allez chercher et vous allez trouver. Si vous aimez vos enfants, vous trouverez vos enfants. Donc, selon vous, si on vous comprend bien, il y a une volonté manifeste du gouvernement. De la part du gouvernement de continuer dans ce... Je ne sais pas, il craint peut-être parce que il y a des histoires, des assassinats, des enlèvements, des détournements, des problèmes qui peuvent... S'il n'est pas président, parce que la CPI est là, il prend pas un président en exercice, mais quand vous êtes de l'autre côté, des crimes, de faits imprescriptibles, on vous poursuivra. Que vous soyez sur la bénédiction, la protection de votre pays, mais ils peuvent quand même. Donc pour moi, le fait que les élections ne se sont pas organisées en 2016, ni en 2017 selon les accords de la Sanco, la responsabilité revient d'abord dans le degré d'implication au gouvernement, au président de la République. Tout à fait. Il y a aussi les opposants qui, de temps en temps, manipulés qui sont. D'un côté, ils sont vraiment opposants. Et d'un autre, ils sont débauchés, ils deviennent Premier ministre. Voilà. Qui est bête? C'est celui qui est débauché de l'opposition, qui n'arrêtez pas à critiquer, c'est là où vous allez.
Et je préfère encore celui qui était à la majorité qui vient à l'opposition. Au moins, lui, il a vu que ça se passe mal. Donc vous êtes opposé à la cohabitation? Je suis vraiment opposé à la cohabitation, mais c'est pas moi qui décide, c'est le peuple, c'est les souverains. C'est le souverain qui va mettre un nouvel ordre politique. Alors, monsieur Bosco Kindou, alors aujourd'hui, on est dans cette situation. Comment faire pour en sortir? Quelles sont des pistes de réflexion, justement, dans l'état actuel du pays, on voit bien que le gouvernement, je viens de le dire, n'a pas vraiment l'intention de faire des élections, parce qu'il faut faire des élections, il faut le faire dans 2-3 ans. Alors, et la solution, c'est que le peuple, le souverain primaire, reprend son pouvoir. C'est-à-dire la Constitution lui donne le droit de reprendre son pouvoir par l'article 64, qui dit... Non, l'article 64 ne dit pas qu'il faut prendre le pouvoir, mais il dit qu'il faut s'opposer... voilà. Attention dans la lecture de cet article de votre Constitution, cher monsieur Kindou. Effectivement, de faire échec. Échec, voilà. À tout individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer anticonstitutionnellement. Tout à fait. Donc, ils appliquent cet article, ils reprennent leur pouvoir qu'ils ont mis au gouvernement ou à la majorité actuelle. Alors, dans l'hypothèse où le peuple sortait dans la rue et qu'il arrivait un peu comme le scénario qui s'est passé au Burkina Faso avec M. Blaise Compaoré, le peuple sort, M. Kabila est destitué, je parle au conditionnel, qu'est-ce qui se passerait selon vous? Pour moi, il y a deux propositions politiques dans le JBCR. D'abord, pour moi, c'est la transition, mais la transition peut demander à une suspension de la Constitution ou carrément un changement de Constitution. La transition n'est que politique. Moi, je propose qu'on crée un Conseil national de redressement. Comme ça, le Conseil national de redressement est politique et économique aussi. Parce qu'il faut rediriger le pays parce que la transition, pendant qu'on le fait, on s'attarde beaucoup plus aux problèmes politiques, on ne regarde pas le problème économique du pays. Alors que le redressement va dans les deux sens. Tout à fait. Donc il y a un volet politique et un volet économique. Et puis la transition, c'est toujours... c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment délicat et ça se résout simplement en problème politique. Et pendant ce temps-là, les enfants vont manger. À Kinshasa, comment ça va se passer? Comment vont tourner l'administration? Mais vous savez que mais la transition, c'est une période comme son nom l'indique, transitoire. Donc ça peut être 5 ans. Et ces 5 ans... Il y a eu beaucoup de transitions en RDC. Il faut qu'on arrête toutes ces transitions. Parce que à chaque fois des transitions, pendant les transitions, on ne regarde que la situation politique. Tout le monde va travailler pour se préparer aux prochaines élections. Alors qu'il faut un Conseil national de redressement, on crée un Conseil national de redressement, on crée un gouvernement national de redressement, on crée un conseil de suivi de redressement, et avec ça, on est protégé par la Constitution, puisque le redressement n'inhibe pas la Constitution. On s'appuie toujours à la Constitution, alors que la transition peut inhiber la Constitution. Donc, si on inhibe encore la Constitution, il faut retravailler la Constitution, perdre de temps, et refaire un référendum, alors que déjà on n'a pas pu faire les élections. On n'a pas d'argent, tout ça. Il faut mettre ce système de Conseil national de redressement. Ou alors, écoutez, Simon Kimbangu, on lui a pris 2 fois son pouvoir. En 1921, il est arrêté. Il est mort 30 ans plus tard, en 1951. Il est le premier homme politique. Je parle de l'aspect politique et non l'aspect spirituel de Papa Simon Kimbangu. On lui a pris son pouvoir. Parce que s'il était là, il n'était pas mort en prison, et qu'il était là en 1960, forcément, il est le premier homme politique. C'est lui qui a réclamé les libertés des Noirs. Il sera peut-être président. Et en 60, son fils, on le lui prend. Et remettons le pouvoir à Simon Kimbangu dans ce cas-là. Il y a ses enfants, il y a ses petits-enfants. Oui, mais ce que vous avez reproché il y a quelques instants, en début d'émission, le fait que le président Kabila, fils, soit mis aux affaires, mais vous, d'un autre côté, vous défendez cette vision des choses. Parce que c'est une vision qui est
peut-être qu'il rentre un peu dans le spirituel, parce que oui, mais laissons Dieu le Congo, oui, mais tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc vous imposez une façon de penser à ceux qui sont athées, par exemple. Je propose, j'ai dit. Dans la population, vous êtes combien au Zaïre, en RDC? 80 millions. Vous êtes 80 millions. Donc 80 millions de citoyens, tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc il y a des gens qui sont athées, qui ont le droit aussi de choisir un président qui ne soit pas forcément issu de... Ça s'est fait avec Kabila, de Kabila à Kabila. Il avait cette chance-là de venir adresser. Ça s'est pas fait. Lumumba, il est mort. On n'a pas pensé à lui. Kimbangu, pareil. Mais on est tout le temps là. Le Congo de Kimbangu, le Congo de Kabila, le Congo de Kimbangu. On ne parle que du Congo de Kabila. Alors, j'ai juste une question pour mieux cerner, parce que nous, on ne sait pas trop de quel bord politique vous êtes. J'ai pas envie de vous poser la question de savoir si vous êtes opposant ou si vous êtes combattant ou si vous êtes en phase avec la majorité. Mais je vais vous poser une question pour mieux cerner. Dans votre gouvernement de redressement, citez quelques personnes que vous pressentez être occupées des fonctions importantes, régaliennes par exemple. Non. Moi, je parle. Il y a tellement de cadres très cultivés, plus que moi-même d'ailleurs. C'est-à-dire donner des profils. Non, je vais pas donner des profils. Il faut donner le profil de chacun. Après, vous allez me dire que on n'a pas le temps, mais il y a des candidats qui peuvent être président de la République. Je peux vous citer. Il y a Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu, il y a Kamere, il y a Monsieur Noël ou Joël Tiani. Il y a beaucoup de gens. Il y a comment dirais-je, le docteur Mukwege, il y a le fils syndicat de Kolo, même si eux-mêmes ils se disent que non. Donc vous aussi, vous êtes un Congolais debout? Moi, je pense m'aligner au manifeste de citoyens. Et je ne fais pas partie d'un parti politique, mais je pense aujourd'hui que tout Congolais doit faire quelque chose. Pour faire quelque chose aujourd'hui, il faut s'aligner dans le cadre du manifeste du citoyen, qui est le mouvement que Syndicat a lancé, a appuyé, a mis toute son énergie. Alors, Monsieur Syndicat Dokolo a le vent en poupe avec son mouvement Les Congolais Debout. On n'oubliera pas non plus que c'est le gendre de l'ex-président Eduardo dos Santos. Ouais. Mais moi, je ne le vois pas comme gendre de l'ex-président de l'Angola. C'est vrai que l'ex-président de l'Angola a la chance d'avoir un gendre comme ça. Tous les parents aimeraient avoir des gendres comme lui. Oui. Mais moi, je le vois comme le fils d'un Congolais qui avait une politique économique, qui avait une grande banque à Kinshasa, la banque de Kinshasa, qui est partie en fumée aujourd'hui. Bon, je le vois, parce que bon, ils ont eu la chance d'étudier, d'être dans des grandes écoles, donc oui, pourquoi pas. Et lui, ça pourrait être un probable membre du gouvernement de redressement, ou même peut-être le prochain président de la République, selon vous, monsieur Bosco? Tous ceux dont je viens citer peuvent être président de la République. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. La RDC fait partie des pays africains qui a l'une des plus grandes diasporas. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans tous les noms que vous avez cités, vous ne citez à aucun moment les membres de la diaspora. J'ai cité M. Noël Tiani, il est... Oui, vous avez cité un nom. Ah, c'est celui que je connais. Il y a monsieur... Bon, c'est vrai que la diaspora, on peut en parler. On est quand même 12 millions. La population du Congo-Brazzaville et du Gabon réunis, c'est la diaspora de la RDC. Il est temps... On va voir que la diaspora a une part d'implication aussi dans le problème du chaos du Congo. On est une force. On envoie presque 9 milliards, 2 fois plus que le budget, mais on reste comme ça. C'est ça. On ne s'organise pas. On s'organise pas. On est là, on regarde, on parle de leur côté. Moi, aujourd'hui, je propose à la diaspora. Le gouvernement dit qu'ils n'ont pas d'argent. La diaspora, 12 millions de Congolais à l'étranger. On mettait 50 euros. Vous demandez à la diaspora de contribuer alors que le pays a de l'argent. Attendez, on ne peut pas comprendre qu'un pays n'ait pas d'argent pour organiser les élections. On enlève cette suspicion de dire qu'on n'a pas d'argent. Voilà, c'est pas obligatoire. J'ai dit, la diaspora,
souvenez-vous, mon frère, on envoie en moyenne 30% de nos salaires au pays. Tout à fait. 30% de nos salaires, on envoie au pays. Pour une fois, on va dire, bah tiens, on prend le 0,01% de notre salaire, je mets, il y a une organisation en Suisse, les mamans RD congolaises, on va les voir, vous allez ouvrir un compte, les Congolais fait des dons pour les élections, on fait des accords avec la banque que cet argent ne peut être touché que pour émettre un chèque à l'ordre du trésor public congolais. Donc, on peut en sortir facilement 500 millions avec le Congolais. Avec 50, on s'est dit, on ne part pas au resto une fois par an et on prend les 50 €, on met. Et les mamans RD congolaises, puisque c'est les mamans, il y a aussi le fait qu'il faut donner peut-être les femmes, donner les femmes au pouvoir, il faut qu'elles soient là pour diriger. Donc, la diaspora, un compte en Suisse, chez les mamans RD congolaises, qui est une association, je ne connais pas, mais j'en ai entendu. Et je pense que les mamans gèrent bien, et avec des mécanismes bien verrouillés pour que cet argent ne serve à émettre un chèque à l'ordre. Alors, ça serait une contribution, mais ça de serait la diaspora, voilà, parce que, bon, c'est pas obligatoire, mais il faut faire quelque chose. Tout à fait. Parce qu'on peut vous dire que il n'y a pas d'argent, et puis on reste comme ça. Parce que moi, si je vous dis, monsieur Christian, qu'il me manque 5 € pour acheter des choses, vous allez peut-être me le trouver. Bien sûr. Alors, pourquoi, pour l'avenir de vos enfants, parce qu'on est venu en Europe, mais derrière, on a encore des neveux, de nièces, des petits-fils qui naissent. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? Alors, Monsieur Bosco Kindou, nous arrivons au terme de notre émission. C'est vrai qu'on aurait pu rester encore plus longtemps. Parce que j'avais des propositions techniques aussi à... Oui, alors on va déjà faire un récapitulatif de vos propositions. Donc, si on a bien suivi, pour que nos internautes ne se perdent pas, pour vous, pour sortir le Congo-Kinshasa, le Congo RDC, donc de cette situation, il faut que le peuple se saisisse de l'article 64, c'est-à-dire faire obstruction au pouvoir. D'accord? Donc, de façon à créer une situation, un nouvel ordre politique, comme vous l'appelez, pour qu'un gouvernement de redressement soit mis en place. Et ils savent le faire. Et ce gouvernement de redressement, donc dans une sorte de période transitoire, resterait combien de temps? Là, ils sont assez grands. Parce que c'est pas à moi de dire que... Parce que moi, je suis pas politicien. Oui, mais oui, je suis d'accord, mais donner 3 ans, 5 ans... Mais non, mais ça, c'est plutôt à ces gens intelligents. Voilà. Moi, je suis pas... Ça, c'est juste des pistes de réflexion. Et ensuite, dans une autre proposition, vous dites, si le Congo n'a pas suffisamment d'argent pour organiser les élections, il peut faire appel à la diaspora pour une sorte de contribution, puisque la diaspora représente quand même... oui, je demande à la diaspora de faire ça. Mais faites un appel solennel, justement. Faites un appel solennel. Chers amis de la diaspora, le Congo est malade, vous le savez. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous envoyons de l'argent. Nous envoyons de l'argent tout le temps au pays, à nos familles et tout ça. Et on ne peut pas éternellement... Aujourd'hui, on a la plupart 50, 60 ans. On n'arrive plus à assumer 2, 3 boulots, 3 jobs comme on le faisait avant. On est diminué. Il faut... pour une fois, essayer de faire quelque chose pour marquer notre empreinte. 50 € par Congolais, ceux qui en ont pas, c'est pas grave, mais réfléchissons à ce que nous voyons une organisation bien structurée, les mamans RD congolaises en Suisse par exemple, on ouvre un compte avec des mécanismes de verrouillage, et on verse cet argent là-bas. Vous n'avez pas à vous déplacer à partir de votre smartphone, à partir d'Internet, à partir de Western Union. Tout ça, vous pouvez faire ça. Alors, et je vous demande de le faire. Alors, pour terminer, parce que là, on est quand même bien avancé dans le temps, je vous laisse nous faire 3 propositions techniques. Alors, la proposition technique, c'est d'abord créer une identité. Pour créer une identité, il faut mettre des structures informatiques, genre recensement. Quand vous parlez de création d'identité, vous parlez de carte d'identité? L'identité, par là, voilà. Ça commence par là. Donc les Congolais aujourd'hui n'ont pas de carte d'identité? Les Congolais n'ont pas de carte d'identité. D'accord. Il faut créer un outil, créer un pôle technologique pour effectivement, par les Congolais, pas forcément par une grande entreprise. On sait le faire. On crée une base de données et de cette base de données, on
on inscrit tous les Congolais. D'accord, donc création d'un service d'identification. Voilà. Et puis après... ça, c'est la première proposition. Voilà, technique. parce qu'il faut une identité. Ça, c'est pour aller dans le sens du recensement. Ça, c'est aller dans le sens du recensement et qui va nous donner des outils prévisionnels pour organiser pour la population. Pas que pour la planification. Pour la planification. Tout à fait. Une naissance, malheureusement un décès aussi. Et puis, où construire telle route parce qu'il y a beaucoup de naissances à Massimaniimba. D'accord. Voilà. On va utiliser cet outil. Et l'édition de la carte d'identité, il sera modique, forcément. Mais bon, multiplié par 80 millions de Congolais à $1, vous avez 80 millions. Et l'outil peut être faire moins, l'outil. Bon. Alors, ça, c'est l'une des propositions techniques. La deuxième proposition technique, c'est créer ce que j'appelle le crédit d'initiative production. Donner faites un développement rapide, s'il vous plaît. Alors, le crédit initiative production, vous direz qu'il n'y a pas d'argent, mais il faut trouver l'argent. C'est faire, au niveau de la population, les compétences qui ont des initiatives de création de projets d'entreprise qui vont entreprendre. Donc, renforcer un peu l'entrepreneuriat. Au privé, la force d'entreprendre. On va les soutenir avec des conditions. Mais le budget pour soutenir ces initiatives. Le Congo va tourner quand même. Trouver des taxes, mettre des taxes peut-être dans la téléphonie. Non, pas forcément des taxes. Pas quand même, ça c'est un exemple, comme tant d'autres. D'accord. Mais bon, pour trouver l'argent, ils savent comment le faire. Donc, ils savent le détourner, Mais comment ne pas le mettre au profit? Pour une fois, on s'est dit, on détourne pas et on met pour la population. Les sujets sont tellement vastes et passionnants. Malheureusement, Monsieur Bosco, on ne va pas pouvoir tout développer ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre lors d'un autre rendez-vous. L'invitation est lancée. De toute façon, notre média est ouvert, donc vous pouvez venir à n'importe quel moment. Chers internautes, je sais que vous avez apprécié tout cet échange et toutes ces propositions. Monsieur Bosco Kindu, je vais vous donner le mot de la fin. Que Dieu bénisse le Congo. Simplement. Simplement. Vous pensez que le Congo a besoin de bénédiction? On en a vraiment besoin. C'est vrai que on a besoin. Parce que quand je vois toutes les intelligences qui sont passées à la tête du pays pour gouverner et gérer, ils ont tous utilisé le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettre la science sans conscience devant. Ils sont très intelligents. Alors je me demande, c'est peut-être Dieu qui va sauver le Congo. Mais le fait de tout remettre à Dieu, c'est pas une forme de... c'est vrai que je le dis comme ça. Une forme de résignation, j'allais dire. C'est vrai que je le dis comme ça, mais c'est vrai qu'on va toujours tenter on va faire quelque chose. J'ai confiance aux dirigeants. Il faut leur donner confiance encore. Il faut leur donner confiance, de trouver les bonnes personnes, d'oublier un peu de l'enrichissement personnel, d'oublier un peu tout ça, d'oublier les accords, les Congos des accords, c'est ça qui a amené le pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Alors, nous avions promis de parler de M. Mbemba. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire parce que ça pourrait s'étendre. Lors de votre prochaine venue sur Diaspo Investigation, nous le mettrons à l'ordre du jour. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. L'invité de Diaspo, c'était Monsieur Bosco Kindu, un frère de la RDC, qui avait des propositions à faire. Nous espérons que vous avez aimé cet échange. Si d'aventure des personnes en inadéquation avec les propos de M. Kindu, ils ont le droit de faire un droit de réponse. C'est le principe de notre émission. Notre émission est ouverte à tous. Vous avez un sujet, vous souhaitez vous exprimer. Diaspo Investigation est là pour ça. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!